historique. Alors l'horticulture qui est installée à Cuire, et le quartier de Cuire de la commune de Caluire, ça doit remonter un peu, je pense, à la fin du 19e siècle. C'est là qu'a dû commencer à s'installer les horticulteurs, parce que c'est près de Lyon, mais il fallait déjà s'éloigner de la Croix-Rousse. À la Croix-Rousse, il y avait déjà beaucoup d'horticulteurs qui étaient installés. L'installation de notre établissement sur Caluire, il n'est pas d'aujourd'hui, ça date de 1849. C'est un horticulteur de l'époque, un pépiniériste de l'époque, Fleury Gabriel Jean-Baptiste Rouiton, il n'était pas radin sur les prénoms, qui avait déjà des pépinières dans les îles de la Pape et un dépôt à Caluire. Mon arrière-grand-père est descendu sur Lyon pour commencer une exploitation horticole, agricole et horticole, pour, dans un premier temps, vendre des plantes et des fleurs à un magasin de fleurs qui se trouvait rue d'Algérie, au 21 rue d'Algérie. Ça, c'était dans les années 1800 quelque chose. On a eu une médaille d'or en 1886. L'horticulture dans la famille, elle a débuté avec mon père qui adorait les plantes, qui adorait les arbustes, tout ça. Et c'est pour ça qu'il s'est lancé en 1928, après un stage chez les Rivières, s'est lancé à son compte dans l'horticulture paysage. À l'époque, il y avait beaucoup d'établissements horticoles. Il y avait la maison Michel, la maison Perrault, la maison Marcon. Par contre, ce qu'il y avait énormément, ce sont des maraîchers. Les petits maraîchers qui cultivaient chez eux, qui cultivaient un petit peu tout, et qui allaient vendre au marché de la Croix-Rousse. Jusqu'en 1950, il y a eu des maraîchers de partout dans Caluire. Au tout début, les serres se trouvaient au 1 rue de la gare de Cuire à Caluire. La villa de mon grand-père se trouvait en face. Donc les ouvriers logeaient sur place, au 1 rue de la gare de Cuire. L'établissement horticole se constituait de vieilles serres beaucoup plus vétustes que celle-ci. On cultivait énormément de plantes vertes. On a été dans les premiers à cultiver vraiment beaucoup de plantes vertes sur la région lyonnaise et même voire en France. On était le deuxième horticulteur de France. À l'époque de mon grand-père, il y avait dans Cuire une rue qui s'appelait la rue Rivière. Pourquoi s'appelait-elle rue Rivière? Parce que mon grand-père avait une pépinière qui longeait cette rue. Et puis un jour, les gens de Cuire ont dit attends, pourquoi elle ne s'appellerait pas rue Rivière? Alors elle s'appelait rue Rivière jusqu'après-guerre, après la Deuxième Guerre mondiale, où elle est devenue la rue Albert-Montagnier. Hein? Mais il y avait quand même une rue Rivière. Vous voyez, ce qui prouve bien quand même qu'on était implanté. L'emplacement des serres pour l'horticulture, c'était assez centralisé dans la rue Pierre-Brunier, rue Coste, rue de la Gare de Cuire. Nous étions d'ailleurs 6 ou 7 horticulteurs dans un faible rayon et chacun avait un peu sa spécialité et sa façon de vendre aussi. Vous voyez. Il faisait les marchés le matin, le marché de la Croix-Rousse, le plus renommé. Et l'après-midi, il faisait ses cultures, ses entretiens. C'était, à cette époque, c'était relativement facile quand même, malgré que les journées soient longues. Il y en a qui produisaient pour aller vendre sur les marchés. Il y avait les marchés au Quai Saint-Antoine, il y avait des marchés à la Croix-Rousse, ils vendaient sur place. D'autres, comme c'était notre cas, c'était pour approvisionner nos magasins, qui ont été créés même au siècle avant, c'est-à-dire au 19e siècle, dans les années 1870-80. C'est mon grand-père qui a un magasin qui était place des Terreaux, qui était assez connu. Et on en avait d'autres, à la Guillotière et au Breteau. Et c'est pour ça qu'on produisait surtout pour ces magasins-là. Les horticulteurs étaient complémentaires, en ce sens que l'un faisait des géraniums, c'était Rosin Bouchard-là, un autre faisait des canards, c'était, je ne me rappelle plus lequel, je crois que c'était Gondolière si je ne me trompe pas. Un faisait des dahlias, c'était Michel. Et ils se complétaient, ils essayaient de vendre un petit peu de tout et ils commerçaient entre eux. Il y avait des roses, des rosiers bien sûr, il y avait des glaïeuls, il y avait des ignats, il y avait même à certains moments des tulipes au printemps. Et puis alors dans ce qu'on appelle les coffres, les sous-châssis, on appelle ça dans les bâches aussi, il y a des tas de termes. Eh bien c'était les plantes, ce qu'on appelle les plantes à massif maintenant. Quand j'étais tout petit, je descendais donc chez mon grand-père et mon père, qui était l'établissement de mon père à l'époque. Et on avait des cultures qui étaient à l'intérieur du sol, c'est-à-dire qu'on cultivait
dans des bâches qu'on appelait des bâches, qui étaient creusées dans la terre, et où il y avait pour tout chauffage du fumier de cheval qui chauffait les plantes vertes, et il n'y avait aucun gel, enfin très peu de problèmes. On cultivait énormément de plantes vertes. On utilisait nous le fumier de cheval pour la culture extérieure. Avant, si vous voulez, c'était une culture à part de la culture des serres. C'était sous châssis, sous coffrage bas, vitré. Si vous voulez, on faisait, si vous voulez, une saison, on avançait dans la saison normale. Et là, on utilisait le fumier de cheval pour ce type de chauffage avant que nous mettions un chauffage intégré à la vapeur. Chacun avait une spécialité, que ce soit du cyclamen, donc de la plante fleurie, du plant d'intérieur de bégonia, des plantes d'extérieur pour les géraniums, pour les choses comme ça. Et nous, on avait conservé ces spécialités plantes vertes, plantes d'intérieur, pour le magasin de fleurs au départ. C'était un esprit de bon enfant. Les gens peut-être travaillaient 15 heures ou 16 heures par jour, c'est vrai, mais ils logeaient sur place. Il y avait un repas quotidien avec chef d'entreprise, enfin qui ne s'appelait pas chef d'entreprise à l'époque. Tout fonctionnait bien, donc il n'y avait pas de concurrence, c'était plutôt du collègue de travail, c'était des amis, on se prêtait souvent le personnel quand il fallait, quand il y avait des coups de bourre d'un côté ou de l'autre. L'ambiance était plutôt bon enfant, je dirais. Mon grand-père est mort en 1913, il est mort subitement, il avait 48 ans. Mon père n'avait que 11 ans. Je ne sais pas si vous voyez la situation. Ma grand-mère avait 3 enfants, dont 2 filles et un fils. Le fils, 11 ans, était incapable de reprendre l'établissement, bien sûr. Et qui plus est, l'année suivante, la guerre de 14 se déclare, tout le personnel a foutu le camp. Il ne restait plus personne. Donc ma grand-mère s'est retrouvée seule pour essayer de conserver quelques collections. À l'époque, on avait déjà une collection d'arbustes, on avait une collection en 1913, une collection de lilas, collection de fruitiers, collection de rosiers. On faisait un petit peu de tout. Et puis elle avait cette collection de pivoines, mais incapable de tout travailler. Alors entre 1913 et 1922-23, l'établissement a vécu pratiquement comme mort. Alors mon père, lui, en 23, a commencé à remonter l'établissement. Pendant toute cette période, mon père a commencé, à partir de 1930, à refaire des expositions florales. Ça a donc été une époque pas florissante, mais on sentait qu'il y avait un renouveau dans l'établissement. Alors la Deuxième Guerre mondiale, ça a encore été la deuxième catastrophe pour mon père, qui en a connu pas mal. En 1939, il a été mobilisé d'abord. Et puis, comble de malchance, on a mobilisé ma mère comme infirmière militaire. Autrement dit, et puis le personnel, comme en 14, tout le monde est parti. L'activité pendant la guerre, elle s'est arrêtée. Il est parti, il a été mobilisé, oui. Alors pendant 4-5 ans, il y a eu un arrêt de la production, du travail dans l'horticulture. Le fait qu'il y ait eu la guerre a quand même réduit un peu les cultures de fleurs, et on faisait même des légumes, vous voyez, à ce moment-là, enfin, un petit peu de légumes. Et puis après la guerre, alors là, les affaires sont reparties, l'horticulture s'est développée un peu justement après la guerre, dans les années un peu plus fastes. J'ai fait l'école d'horticulture pendant la guerre, la dernière guerre mondiale. Et à la sortie, le jardinier 4 branches, comme on dit, devait faire un stage dans toutes les branches de l'horticulture. J'ai fait des stages chez les Rosemeillans, entre autres, à la fin de la guerre. Et on avait, mais pour nous aider, même des prisonniers allemands qui venaient nous aider pour les greffages et pour la préparation. Et donc, après avoir fait mon cheminement dans toutes les branches annexes de l'horticulture, j'ai fini dans l'horticulture florale. Et c'est là où j'ai eu la joie de m'intégrer, de rentrer dans la famille Perrault, qui avait à la fois donc cette fameuse boutique prestigieuse Place des Terreaux. Moi, j'ai commencé Place des Terreaux à m'occuper de la boutique en 1950. Mon père étant décédé en 1955,
Maman a continué en attendant que je prenne la suite. Mais de ce temps-là, j'avais 9 ans. Elle ne savait pas si j'allais continuer ou pas. 14 ans, l'école d'horticulture, pendant 3 ans. Et après, une fois sorti avec les papiers en poche, on s'est mis au boulot et puis on a vu que les diplômes ne faisaient pas le travail. Non mais c'est ce qu'il faut des fois dire, s'il y en a qui y croient. Après la guerre, alors là, les affaires sont reparties. L'horticulture s'est développée un peu justement après la guerre, dans les années un peu plus fastes. Et puis après les années 45 à 50, 45 jusqu'à, on peut dire jusqu'à 65, 70, bon, ça a été une période faste. À l'époque, il y avait 2 foires. Il y avait la foire commerciale et la foire d'automne, en automne, comme son nom l'indique. Et c'était l'immense palais de la foire, avant qu'ils partent dans l'Est. Et on transformait le palais de la foire en immense jardin, en immense serre. La soirée lyonnaise, entre autres, c'était un de nos principaux clients. Et chaque année, il fallait faire un décor spécifique. Et on avait besoin, par exemple, d'une serre complète d'hortensias de couleur blanche. Et par exemple, je me rappelle cette année-là, tout avait été blanc. Alors on avait fait une serre complète en culture. On avait été obligé de faire une serre complète d'hortensias blancs, etc., etc. Les horticulteurs, eux, dans la même période, jusqu'en 60-65, il n'y a pas eu trop de problèmes. Il y en avait quand même encore pas mal. Il y avait donc Michel, il y avait Perrault, il y avait Marcon, il y avait Gandelière, il y avait encore Rosin Bouchard-là. Tout ça, c'était tous des horticulteurs qui travaillaient toujours ensemble. Jusqu'à 68, je dirais que ces années ont été fastes pour l'horticulture parce que les gens produisaient, faisaient leur métier avec ce qu'ils savent faire, avec amour. Et ils arrivaient à vendre leurs produits, ils arrivaient à ce qu'il y ait une répartition du marché qui soit équitable et que tout le monde puisse vivre convenablement de ce métier-là. Dans les années 70, on a commencé à voir le changement, les immeubles qui ont poussé, les terrains qui ont commencé à diminuer, les villas aussi qui se sont développées, l'urbanisme s'est développé. À côté de l'église de Cuire, c'était tout en maraîchage. Quand je suis revenu, il y avait un immeuble de 8 étages à côté de l'église. Je me suis dit, mais c'est pas vrai! Qu'est-ce que c'est que ça? Et puis à partir de ce moment-là, après ce premier immeuble, il y en a eu un deuxième, un troisième, un quatrième. Ça a été une explosion, quoi. Et il y a de moins en moins de culture. Dans les années 70, je ne me souviens plus exactement quand, la vente devenait de plus en plus dure. On a eu à faire face à des producteurs étrangers excessivement spécialisés et excessivement organisés au point de vue commercial. On voyait affluer des camions de Hollande, du Danemark, qui envahissaient tout et qui livraient même chez les fleuristes avec leurs gros camions. Et donc ça a évolué. Donc on était obligé de tenir compte de tout ça. Et il aurait fallu, pour pouvoir lutter là-dedans, c'est aller s'installer ailleurs et se spécialiser outrageusement. Mais à cette époque-là, l'organisation commerciale de l'horticulture était vraiment déficiente par rapport à ce qui se passait à l'étranger. 65-70, les établissements horticoles, ils ont fait comme les maraîchers. Petit à petit, vu le prix du terrain, il y en a qui auraient voulu s'agrandir, mais on ne pouvait plus s'agrandir. Donc il fallait partir. Perrault, lui, il s'est maintenu, puis finalement ils ont vendu leur terrain. Le fait que l'urbanisation augmentait et que, comment dirais-je, les difficultés s'amplifiaient, nous a quand même contraints d'envisager de faire comme d'autres autour de nous et un jour d'arrêter. Marcon a résisté, Marcon s'était réinstallé à Satonnet. On est resté à Caluire jusque dans les années 75 où on a été exproprié pour des raisons de restructuration. Et mon grand-père avait déjà à l'époque, avec mon père, acheté ici sur Satonnet. Il avait acheté le terrain, un terrain qui valait rien du tout, qui était juste une cressonnière, une ancienne cressonnière où il y avait beaucoup d'eau. Et il est venu avec un sourcier et on lui a dit il y a suffisamment d'eau pour les générations qui viennent, donc il a acheté ici. On a voulu s'agrandir, mais s'agrandir à Caluire, c'était plus possible. Alors,
on a racheté une ferme dans l'Ain, à côté de Montluel, dans un petit coin qui s'appelle Niévrose. Et on a transplanté la collection de pivoines de Caluire à Niévrose avec l'aide de mon père en 71. Les terrains dans le centre du Vernet ont commencé à se raréfier. C'est pour ça qu'on s'est rassemblés chemin Pierre Drevet dans la zone maraîchère. On cherchait depuis déjà un an ou deux. Puis en 85, un maraîcher est venu me trouver pour me proposer un terrain qu'il voulait. Il s'arrêtait, lui, il ne voulait plus. Et on a sauté sur l'occasion. Et puis après, dans les années 80, un jour, on s'est décidé, on a dit qu'est-ce qu'il faut faire. On avait une concurrence terrible dans la pépinière. L'entreprise de jardin, j'avais tout largué. La pépinière, on avait de la concurrence avec les Italiens, avec les Espagnols. Ça commençait avec les Marocains. Ça commençait avec les pays de l'Est. On s'est dit, qu'est-ce qu'on va faire? On va continuer à se battre. Si les pivoines vont mieux, on va arrêter tout le reste et on ne fera plus que des pivoines. Et c'est ce qu'on a fait, c'est-à-dire que dans les années 80, oui, entre 80 et 84, j'ai plus rien replanté en pépinière, on vivait avec ce qu'il y avait. Mais par contre, on a poussé sur les pivoines. Voilà. Et on a déménagé en 90, on est venu habiter ici. Et puis après, en 94, 95, c'est lui. C'est fini. L'horticulture, c'était un beau métier. Maintenant, je ne peux plus dire si c'est un beau métier, c'est du luxe maintenant, c'est travailler dans le luxe. Quand on a connu ce qu'on a connu, maintenant, c'est parce qu'on faisait nos terreaux avant. Comme maintenant, on achète des sacs. C'est pas marrant. J'ai été, si vous voulez, conquis par la façon de présenter les fleurs. Et donc, ça a été un peu ma raison d'être. Le métier d'horticulture m'a énormément plu. C'est pour ça que je l'ai gardé jusqu'à la retraite, disons. Oui.